Le gouvernement ivoirien veut augmenter le taux de transformation des produits agricoles dans la région de l'Indénié-Djouablin. Pour y arriver, des accords de financement ont été signés hier à la primature en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il est célébré le 15 février de chaque année la journée internationale du cancer de l'enfant. Le thème de la célébration cette année est les signes d'appel pour un diagnostic des cancers de l'enfant. Un rapport confidentiel de l'ONU avertit que la guerre au Soudan du Sud a atteint des proportions catastrophiques pour les civils et que l'emprise des milices risque de devenir incontrôlable les années à venir. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Vous êtes sur RTI 1. Commençons par cette information. Un conseil des ministres se tient ce mercredi au palais présidentiel en présence du président de la République, le président Alassane Ouattara. Le conseil planche sur les questions d'actualité et le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Après sa participation à la 7e session annuelle du Conseil national de lutte contre le sida, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA a été reçu hier mardi par le président de la République Alassane Ouattara. Michel Sidibé est allé rendre hommage au chef de l'État ivoirien pour le leadership qu'il incarne dans la lutte contre le VIH-Sida. Un leadership qui a permis d'enregistrer des avancées notables dans la lutte contre cette pandémie à Ouattouré. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, est à Abidjan en qualité d'invité spécial de la 7e session annuelle du Conseil national de lutte contre le sida. Et comme les précédentes fois, c'est toujours un plaisir renouvelé pour Michel Sidibé d'être en Côte d'Ivoire, un pays qu'il affectionne particulièrement pour les efforts inlassables menés par ses autorités dans le cadre de la lutte contre le sida. Des efforts qui n'auraient été possibles sans l'engagement constant du président de la République, Alassane Ouattara. C'est toujours un honneur, un privilège pour moi de rencontrer le président de la République. C'est un homme de vision, c'est un homme qui porte au moins les objectifs de ce continent très haut. Particulièrement son combat pour le social, pour les plus démunis, me réconforte. Lorsque le président décide d'augmenter de 400% le budget de la lutte contre le sida, c'est extraordinaire, c'est du jamais vu. Et lorsqu'il décide de le faire en pensant aux personnes qui sont laissées pour compte, les personnes qui n'ont pas accès au traitement aujourd'hui, cela me réconforte. En plus de cela, ce qui était intéressant, c'est que le président tient vraiment à ce qui est une transparence, que chaque dollar investi, chaque franc CFA investi puisse rapporter le maximum de retour sur investissement, en faisant en sorte qu'il y ait une plus grande obligation de rendre compte, une plus grande obligation de résultats et faire de cet investissement un investissement qui va permettre la pérennisation des acquis dans le futur. Nous avons parlé bien sûr aussi de la question de la production médicale. On n'a qu'une personne sur 4 qui se trouve être sous traitement aujourd'hui et on sait très bien que si l'Afrique ne commence pas à produire son propre médicament, il sera très difficile sur le long terme de garantir l'accès universel pour la plupart des populations qui sont démunies. Rappelons que le budget alloué à la lutte contre le sida est de 21,2 milliards de francs CFA pour 2017 contre 4,2 milliards en 2016. Une preuve de plus de l'engagement du président Alassane Ouattara à maîtriser la progression de la pandémie du sida en 2020 et à l'éradiquer en 2030 de la Côte d'Ivoire, comme projeté par l'ONU-SIDA. À Ouattouré, nous vous le disions dans nos titres, le gouvernement ivoirien veut augmenter le taux de transformation des produits agricoles dans la région de l'Indénié-Djouablin. Pour y arriver, des accords de financement ont été signés hier à la primature en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Francis Boifo y était pour RTI 1.
Amorcer l'industrialisation de la région du Bélier à partir de l'agriculture, développer les chaînes de valeur des produits vivriers dans la région de l'Indigné-du-Ablin et encourager les jeunes à créer 200 entreprises agricoles. Voilà qui a conduit à cette signature d'accords de financement, 5 au total, entre l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement BAD pour un montant de plus de 80 milliards de francs CFA. Le projet Agropole du Bélier démarre en mars prochain. Il s'agit de relancer l'agriculture autour des chaînes de valeur porteuses, riz, maïs, manioc et légumes, en privilégiant l'approche intégrée afin de solutionner un bon nombre d'entraves au développement du secteur agricole et agro-industriel. Le projet permettra de doter la région du Bélier d'infrastructures clés pour le développement des activités agricoles et agro-industrielles, notamment les aménagements hydro-agricoles, les pistes rurales, les ouvrages de stockage, tout en assurant de meilleures conditions de vie aux populations concernées en énergie, eau potable, cantines scolaires, structures sanitaires. Pour le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, la mise en œuvre des projets de pôles agro-industriels et le développement des chaînes de valeur des produits vivriers visent des objectifs spécifiques. Ce projet permettra ainsi d'accroître le taux de transformation actuel des produits agricoles de 51% à environ 85% et générera l'équivalent d'environ 19 000 emplois permanents. La deuxième génération des projets PNIA mettra l'accent sur la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne. Il s'agira d'adresser de façon spécifique et intégrée les questions de production, avec maîtrise totale de l'eau, de la mécanisation agricole, de la formation professionnelle, de la commercialisation des produits agricoles sur place. Amadou Gon Coulibaly invite les bénéficiaires à s'impliquer dans la réalisation des projets. L'ancien Premier ministre togolais Gilbert Founsoun Oungo a été élu hier mardi à la tête du Fonds international de développement agricole FIDA par le Conseil des gouverneurs du Fonds. Il devra prendre fonction à Rome dès le 1er avril prochain pour un mandat de 4 ans, succédant ainsi au Nigérian Kanayo Wanzeche, un poste depuis 2009. Nous vous proposons ces premières impressions avec notre reporter Sylvie Touré, qui est en Italie. Je tiens d'abord à remercier les autorités togolaises qui m'ont appuyé depuis le début dans cette lutte sans merci. Ma vision elle est simple, il s'agit d'augmenter, de porter à échelle l'ensemble des activités du FIDA, avoir plus d'impact, plus de visibilité, et vu que nous avons une grande demande au niveau des ODD, notamment l'ODD 1 et 2, et donc il faut porter à échelle les activités du FIDA. Et pour ce faire, il faut travailler sur plusieurs axes, notamment la productivité, l'accès des produits agricoles au marché, la technologie, les innovations, mais aussi toujours continuer à mettre l'accent sur les femmes et la jeune fille. Et finalement aussi penser à un programme assez coriace d'emploi des jeunes dans les milieux ruraux. Et puis, il y a aussi la question de continuer à améliorer la gestion interne pour une meilleure transparence et une meilleure efficacité du développement. Déjà, présentement, presque la moitié des activités du FIDA sont dédiées au continent africain. Et donc, le moins que l'on puisse attendre, c'est qu'on maintienne les mêmes proportions et dans la mesure du possible, accélérer. Mais ce qui est plus important, c'est de garder à l'esprit que le FIDA doit s'occuper des plus pauvres, que c'est pour ça en Afrique ou ailleurs. Et nous avons certains pays à revenus intermédiaires qui ont des zones, des poches de résistance, des poches de pauvreté, et nous ne devons pas ignorer cela, et tout en gardant à l'esprit que essentiellement l'Afrique est, en termes de volume et d'impact, le premier client du FIDA. Revenons en Côte d'Ivoire, toujours pour parler d'agriculture. Pendant 3 jours, des spécialistes de l'irrigation à petite échelle de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et de la Gambie ont séjourné à Bouaké, une initiative de la FAO pour les outiller sur son projet d'adaptation des systèmes d'irrigation au changement climatique en Afrique centrale et occidentale. On en parle avec Léon Broukwame de RTI Bouaké.
Sécheresse et inondations, des chocs climatiques bien connus des pays d'Afrique de l'Ouest comme la Gambie, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Niger. Conséquence, destruction des systèmes d'irrigation, pénurie d'eau, chute de la production agricole. À l'origine, la non-maîtrise des saisons du fait du changement climatique. Au moment où tu t'attends pas à une pluie, la pluie arrive. Ça trahit un peu les mises en place des cultures. Les systèmes actuels sont des systèmes qui contribuent à la perte de l'eau mobilisée. Au Niger, c'est chaque 2 ans, chaque 3 ans, il y a une sécheresse qui amène des crises alimentaires. Pourtant, la production vivrière doit augmenter d'au moins 60% d'ici à 2050 pour permettre d'assurer la sécurité alimentaire selon la FAO. Faut-il dès lors durablement adapter les systèmes d'irrigation à petite échelle au changement climatique? Finalité du projet lancé à Bouaké pour la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et la Gambie. Ces projets cherchent à améliorer la conception des infrastructures d'irrigation. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un système qui va être abîmé par l'inondation, on va prévoir des infrastructures de protection qui vont faire que ces infrastructures vont être plus résistantes au changement climatique. Aussi arrêter les outils et techniques pour disposer d'eau en toute saison dans les bas-fonds, mangroves et régions côtières pour la production vivrière. Pareil pour les investissements dans chacun des 4 pays pilotes du projet, un projet cofinancé par la FAO et le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole, pour $1 600 000, soit environ 800 millions de francs CFA. Deuxième grand titre de cette édition. Il est célébré le 15 février de chaque année, la Journée internationale du cancer de l'enfant. Ici, en Côte d'Ivoire, 750 nouveaux cas de cancer de l'enfant sont en moyenne découverts par an. Le thème de la célébration cette année est le signe d'appel pour un diagnostic des cancers de l'enfant. Godefroy Okambawa, Franck Wadio. Par ignorance, on n'a pas fait attention à ça depuis le bas âge. Bon, c'est arrivé à l'hôpital, on nous a dit que c'est depuis le bas âge que ça a commencé. L'heure était sortie déjà. On soit arrivé ici. Après les examens, on nous a dit que c'était un cancer. Une réalité. Des enfants souvent diagnostiqués tardivement du cancer par la faute des parents. Parents et malades sont accueillis à l'unité pédiatrique oncologique du centre hospitalier universitaire de Treichville, le seul centre en Côte d'Ivoire qui prend en charge des enfants atteints du cancer. Voici Samba, 13 ans, diagnostiqué lui aussi tardivement d'un cancer au pied. Depuis 2 ans, il bénéficie de soins et d'un suivi psychologique. On parle du cancer de l'enfant parce que l'enfant en lui-même est déjà une particularité. Souvent, on ne comprend pas pourquoi l'enfant fait le cancer. Et les causes du cancer ne sont pas toujours évidentes. Chez l'adulte, on les a. C'est souvent des causes exogènes, l'alcoolisme, le tabagisme sont pourvoyeurs de cancer chez l'adulte, mais c'est l'enfant. Nous n'avons pas ces éléments-là. Et donc, ce qui est au devant du cancer de l'enfant, c'est les causes génétiques. Le cancer de l'enfant, une préoccupation. Chaque 15 février est déclarée Journée internationale du cancer de l'enfant. Pour cette année, la Côte d'Ivoire met l'accent sur les signes d'appel pour un diagnostic précoce des cancers de l'enfant. Lorsque vous voyez un signe apparaître sur votre enfant, que ce soit un signe cutané, oculaire, urinaire, fonctionnel, comme un enfant qui est tout le temps fatigué, qui fait des fièvres à n'en pas finir, malgré les traitements bien conduits, qui présentent toujours ces mêmes symptômes, mais qui s'aggravent, il faudrait penser à voir les spécialistes et qui vont faire des investigations plus poussées et qui vont probablement, si c'est le cas, mettre en évidence ou diagnostiquer le cancer en question, si c'est effectivement le cas. Depuis 2002, l'État ivoirien initie des actions afin d'améliorer la prise en charge des enfants souffrant du cancer. Le cancer de l'enfant se soigne et se guérit. Sur 5 enfants, on en a 4 qui arrivent à s'en sortir. Aujourd'hui, les chiffres de 2016 nous disent que nous sommes passés à près de 50% de rémission. Voilà, ça veut dire qu'il y a vraiment du chemin. Il y a eu beaucoup d'améliorations dans la prise en charge, dans la formation des médecins et dans la mise à disposition de certains produits spécifiques pour la prise en charge des enfants. En 2016, 250 nouveaux cas ont été recensés à l'unité pédiatrique oncologique du CHU de Treichville, mais selon les statistiques nationales,
750 cas de cancer de l'enfant sont en moyenne découverts chaque année. Le cancer de l'enfant est l'une des principales causes de mortalité chez les plus jeunes de 0 à 15 ans, avec chaque année plus de 160 000 cas dans le monde. Voyons la situation à Bouaké, la capitale de la région de Bouaké, avec nos reporters sur place. Affection maligne survenant chez l'enfant avant l'âge de 15 ans, les cancers chez l'enfant sont rares et représentent entre 0,5% et 4,6% de l'ensemble des cas de cancer. Dans le monde, près de 160 000 enfants sont touchés par le cancer chaque année et environ 90 000 d'entre eux succomberont à leur maladie. Les radiations ionisantes et l'injection d'une hormone pendant la grossesse sont des facteurs de risque de cancer chez l'enfant. Selon certaines études, des virus comme le virus de l'hépatite B, le virus de l'herpès et le VIH pourraient également contribuer à une augmentation du risque de certains cancers de l'enfant. En Côte d'Ivoire, les tumeurs du système nerveux sympathique sont les plus fréquentes, suivies par les tumeurs du système nerveux central et les leucémies. Le coût du traitement est compris entre 1,5 et 2 millions de francs CFA. La plupart des cancers de l'enfant se manifestent initialement par des signes et des symptômes non spécifiques, ce qui peut entraîner une détection tardive. Dans les pays à revenus élevés, la probabilité de détection précoce des cancers est élevée. En revanche, dans les pays aux ressources limitées, la détection précoce se heurte à des obstacles supplémentaires, parmi lesquels la difficulté de l'accès aux services de santé et l'insuffisance des services de diagnostic. Hier, 14 février, c'était la fête de la Saint-Valentin, une fête qui a fini par s'imposer aux Ivoiriens. Notre reporter Eric Goré a fait le tour des communes du district d'Abidjan pour voir comment cette fête a été célébrée. Voici son reportage. Le rouge et le blanc, deux couleurs qui symbolisent la fête de la Saint-Valentin. Ces couleurs qu'on peut apercevoir dans certains endroits en ce mardi 14 février. Il est 17h à Yopougon-Selmer. Voici un couple qui fait avec les moyens de bord. Juste un plat d'aloko pour symboliser l'instant. Nous sommes en train de partager un plat d'aloko. Je lui dis que moi, c'est ma manière de lui dire que je l'aime aussi. Voilà. 18h, ces demoiselles partagent un pot en attendant impatiemment leurs amoureux. Il ne peut jamais me doubler. Et si c'est le cas? Ça ne sera jamais le cas. Il ne peut pas me doubler. S'il me double, on va divorcer. En ce jour spécial, tout le monde n'a pas la même chance. Certaines personnes vivent la solitude. La Saint-Valentin, c'est homme et femme. Du moment où il n'y a pas homme et femme, il n'y a plus de Saint-Valentin. Je vis une solitude qui ne dit pas son nom. Parce que je n'ai pas de copine. Je suis célibataire, donc je ne suis pas encore concernée par la fête de Saint-Valentin. Des années en arrière, la Saint-Valentin était une fête adulée par les jeunes couples. Mais aujourd'hui, des personnes du troisième âge s'intéressent à l'événement. Je fête la Saint-Valentin pour dire à ma femme que je l'aime éternellement. Une lutte positive entre des générations pour que l'amour triomphe. Comme ici, certains jeunes n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont déployé toute la batterie pour se retrouver dans les endroits chics. Certains même se font accompagner de leurs enfants. Profite en même temps du moment, la Saint-Valentin fait plaisir à la famille. Ceux qui sont très loin de leur dulcinée profitent de l'occasion pour lancer un message d'amour. Je veux qu'elle sache que je l'aime, que loin du corps, près du cœur. Voilà, je l'aime, je pense beaucoup à elle. Une fête célébrée de diverses manières, avec au final l'amour qui gagne. Tous ces amoureux, heureux de vivre ces instants, se sont donné rendez-vous l'année prochaine pour une autre célébration. Que pensent les hommes des femmes qui font le premier pas? Le fait n'est pas courant, mais il existe de nos jours. Certaines filles préfèrent aujourd'hui exprimer ouvertement leurs sentiments. Un homme pour qui elles éprouvent des sentiments. Que pensent par ailleurs les filles de leurs camarades qui draguent les hommes? La réponse avec Vénance et Maniamien. Dans notre société, les rôles ont tendance à rester les mêmes. Ce sont les hommes qui draguent les filles. C'est d'ailleurs ce qui est naturel. Mais tout peut très bien s'inverser. Alors,
Quelles sont les réactions de la gente masculine quand c'est une fille qui drague? C'est pas normal. Parce que Dieu d'abord a créé l'homme et il a mis la femme à côté. Donc c'est l'homme qui domine la femme. C'est l'homme qui doit aller vers la femme, pas la femme qui doit venir vers l'homme. À mon avis que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment présentable. Il serait mieux pour notre société que ce soit les hommes eux-mêmes qui s'approchent des femmes, qui posent les premiers actes afin que ça puisse aller plus loin. Mais lorsque la femme se met dans une telle situation, ça semble beaucoup plus à une sorte de débauche. Certaines filles ont elles-mêmes du mal à accepter qu'une de leurs drague ouvertement un homme. Selon elles, ce serait se dévaloriser. La femme, elle doit se faire désirer. En venant le draguer, il va dire qu'il a déjà eu ce qu'il veut. La femme l'aime déjà. Donc, il peut s'en foutre d'elle si le garçon il n'est pas bon. Généralement, nous les femmes, quand on aime un homme, on lui montre peut-être par de petits signaux et tout. Mais aller vers un homme, lui dire « je t'aime », ou bien lui envoyer des lettres d'amour, vraiment, je ne me vois pas en train de faire ça. Cet avis n'est pas partagé par d'autres filles. Pour elles, une fille qui drague un homme n'est pas forcément une dépravée. Elles ajoutent même que la drague ne doit pas toujours venir de l'homme. Avec l'évolution des mœurs, il faut aussi se montrer entreprenante. Ça ne gêne pas. Si tu as des sentiments pour quelqu'un que tu essaies par tes qualités de femme de le retenir et qu'il ne le voit pas, bon, tu peux aller maintenant concrètement lui dire ce que tu penses. Au cas où ce n'est pas favorable, tu te rétractes comme les hommes ont l'habitude de se rétracter. Le monde évolue, les mentalités évoluent. C'est vrai que la culture influence les jugements des uns et des autres. En Afrique, c'est difficile d'accepter qu'une femme aille vers un homme. Ça, c'est dans nos cultures. Mais si certains ont le courage de le faire, bon, moi, je ne vois pas de mal dans cela. Les avis divergent, mais beaucoup d'hommes apprécient se faire draguer. Pourquoi pas? Eh bien, me donner le besoin de un sentiment qu'elle ressent pour moi, il n'y a pas de souci. C'est à moi de lui dire oui ou non. Ça ne prouve pas que c'est une fille qui est mal éduquée, mais c'est une fille qui coupe peut-être derrière de l'argent, non. Peut-être que moi, étant l'homme aussi, je peux avoir peur de l'approcher. Elle peut faire le premier pas. Je crois que ça peut passer. Une fille qui drague est quand même assez rare. Toutefois, elle ne mérite pas forcément de la méfiance de la part des hommes. L'avènement des nouvelles technologies, surtout la multitude des sites de rencontres, favorise les changements de comportement. Beaucoup de filles préfèrent aujourd'hui faire le premier pas pour ne pas que l'être aimé leur échappe. Et c'est un reportage de Vénance Herman Niamien. Tout à fait autre chose à présent. Tous les samedis à 18h25, il sera présenté désormais sur RTI1 une nouvelle émission de télé-réalité dénommée Mode au budget. Une émission qui va apprendre aux femmes à changer de style vestimentaire en fonction de leur budget. Doigt des lasers. C'est pas mal. Alors, cherchez des petites couleurs. Les couleurs de vernis à ongles qui vous vont bien. Mode zéro budget, une nouvelle émission télévisée désormais dans la grille de production de RTI 1. Cette émission de télé-réalité est un concept qui met en valeur la beauté féminine, permettant à la femme de se doter d'un style vestimentaire selon ses moyens financiers. Le choix des vêtements, des maquillages et de divers ornements de beauté sont conseillés dans cette émission télé-réalité. Donner la possibilité aux femmes que nous sommes de pouvoir sortir la belle femme qui est enfouie en nous. Et aujourd'hui, la leçon de morale est que, en fonction de son budget, chacune peut ressembler à qui elle veut, ou elle peut vraiment être à son aise pour faire plaisir à son entourage, à monsieur et à soi-même. Pour la RTI, ce concept novateur devra booster l'audience de la chaîne RTI 1 qui accroche déjà plus de 2 millions de téléspectateurs par jour en Côte d'Ivoire. Donner un contenu digestif, un contenu super attrayant, un contenu captivant, donner pleinement satisfaction à nos téléspectateurs parce que en gros nous travaillons pour eux. Mode zéro budget est une émission télé-réalité de 26 minutes dont la première saison est composée de 10 épisodes diffusés sur le petit écran de RTI 1 les samedis à 18h25. La présentatrice de cette émission, Série Dorcas, Miss Côte d'Ivoire 2005.
La question de l'emploi des jeunes, on en parle maintenant et c'est à Boaké avec l'opération Entreprendre sans grands moyens. Regardez. PGDEC, projet emploi jeunes et de développement des compétences, PAE, programme d'aide à l'embauche et TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Autant de projets qui ont permis à des milliers de jeunes Ivoiriens d'accéder à un emploi. En dépit des efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires au développement, de nombreux jeunes attendent toujours leur premier emploi. Pour absorber le plus grand nombre de demandeurs d'emploi, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a lancé l'opération Entreprendre à partir de 0 francs. À 0 francs parce que généralement les jeunes pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir entreprendre. Et donc ce cabinet va leur démontrer comment on peut entreprendre avec presque rien du tout. Ce concept du ministère est en expérimentation dans la région de Boaké. L'opération Entreprendre à partir des 0 francs a été officiellement lancée à Boaké. Tous les départements de la région vont être visités par la caravane Entreprendre à partir de 0 francs. Une initiative encouragée par les autorités locales et par les jeunes. Beaucoup de grands hommes dans ce monde sont partis de rien pour être aujourd'hui ce qu'ils sont. Il ne faudrait pas qu'ils voient ce que sont les hommes aujourd'hui pour dire je veux être comme eux, mais qu'ils voient plutôt le chemin parcouru par ces hommes. À travers cette formation, je pense que nous allons retenir beaucoup de choses et ça pourra nous permettre de pouvoir réaliser nos différents projets. Après la phase de lancement, plus de 200 jeunes par département et sous-préfecture bénéficieront d'une formation pratique. Les localités de Sakassou, Brobo, Botro et Béoumi seront visitées les jours à venir par la caravane Entreprendre à partir de 0 francs. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable veut mener une opération dénommée Grand Ménage. Pour la réussite de l'opération, elle entend associer les maires. Adrienne Grascando. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable dans les locaux de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVCOSI. Anne Désiré Ouloto est allée échanger avec les maires. À l'ordre du jour, 3 points, mise en place d'une plateforme de collaboration, projet de voyage au Rwanda pour s'imprégner de l'expérience du pays en matière de salubrité et l'opération Grand Ménage dont le lancement est prévu le 23 février prochain. Les maires sont partants pour faire en sorte que le cadre de vie de nos concitoyens soit nettement amélioré. Et auprès de nous avons trouvé également une très grande adhésion, une adhésion totale, nous nous en félicitons. Toutes les opérations Grand Ménage qui auront lieu le premier samedi de chaque mois. L'objectif est de faire en sorte que les Ivoiriens soient en bonne santé. La propreté dans les villes relève de notre compétence et donc l'action menée par le gouvernement, c'est pour nous accompagner, nous assister dans la réalisation de cette tâche, parce que nous avons besoin d'avoir des villes propres. La ministre Anne Désiré Ouloto a annoncé la construction de 2 centres d'enfouissement technique dans les prochains jours. La récupération et la valorisation des sachets plastiques étaient aussi au menu des échanges. À ce sujet, 5 communes ont été retenues. Il s'agit d'Abobo, Yopougon, Koumassi, Port-Boué et Atekoubé. Et nous allons terminer avec cette information. Un rapport confidentiel de l'ONU avertit que la guerre au Soudan du Sud a atteint des proportions catastrophiques pour les civils et que l'emprise des milices risque de devenir incontrôlable et d'alimenter les combats pour de nombreuses années si rien n'est fait. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI.